Une vendredi lecture tardive mais non moins essentielle. Une grande classique de l'immense Virginia Woolf, A Room of One's Own, qui a été traduite pendant longtemps une chambre à soi. Or en française, à notre époque, on entend énormément de chambre à coucher, et c'est pas ce que veut dire Virginia Woolf. Marie Darrieussecq, dans sa récente traduction de l'œuvre, propose un lieu à soi. Moi, j'aime encore plus une pièce à soi, parce que je trouve que ça répond à ce que Virginia Woolf décrit, un endroit qui appartient aux femmes, où on peut fermer la porte sur le monde extérieur pour être seule. Et elle explique que ce lieu-là a manqué aux femmes pendant des siècles et des siècles, et que celles qui ont réussi à créer malgré les contraintes, les entraves, et ça on va en parler dans l'extrait que je vais vous lire, et qui ont eu par miracle la chance de ne pas être effacées des livres d'histoire écrits par et pour les hommes, et bien celles-là créaient dans des conditions très difficiles, puisque n'ayant pas cette pièce à elle, il y avait énormément de passages, etc. Je vais vous la traduire avec la féminine universelle, hein. Je ne vais pas respecter le masculin, l'emporte, cela va de soi. Quoi qu'elle en soit, je ne pouvais m'empêcher de penser, tout en regardant les œuvres de Shakespeare sur leur rayon, que Lévesque avait raison, du moins sur un point. Elle aurait été impensable qu'une femme écrivît les pièces de Shakespeare. Au temps de Shakespeare. Laissez-moi imaginer, puisque les faits précis sont si difficiles à établir, ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Shakespeare lui-même fréquentait vraisemblablement, sa mère était une héritière, une école où on lui enseignait le latin, Ovide, Virgile, Horace, que des couillus, et les éléments de la grammaire et de la logique. Nous savons toutes et tous que c'était un garçon déchaîné qui braconnait les lapines et les lapins, tirait peut-être sur les biches et les cerfs, pas très vegan le gars, et fut contraint d'épouser, plutôt qu'il n'aurait fallu, une femme du voisinage qui lui donna un enfant plus vite qu'elle n'aurait dû. Donc là on comprend mise sous emprise, violence sexuelle et donc grossesse forcée. Cette aventure le contraignit à tenter sa chance à Londres. Abandon de famille. Il avait, semble-t-il, du goût pour le théâtre. Il commença sa carrière en tenant les juments devant l'entrée des artistes. Peu après, il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art sur les planches, exerçant son esprit dans les rues et trouvant même accès au palais de la reine. Pendant ce temps, sa sœur, si merveilleusement douée, nous sommes dans le domaine des suppositions, restait à la maison. Elle avait, autant que son frère, le goût de l'aventure, était comme lui pleine d'imagination et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était, mais on ne l'envoyait pas étudier en classe. Elle n'eut pas l'occasion d'étudier la grammaire et la logique, moins encore celle de lire Horace ou Virgile. De temps à autre, elle attrapait un livre. Un des livres de son frère, peut-être, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents, qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût, et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté, car c'étaient des gens pratiques qui connaissaient les conditions de vie d'une femme et aimaient leur fille, qui était vraisemblablement la prunelle des yeux de son père. Toujours flippante, ça. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette dans le fruitier, mais elle avait bien soin alors de les cacher ou de les mettre au feu. Mais bientôt, cependant, avant même qu'elle eût atteint sa 20e année, on la fiança au fils du négociant en laine du voisinage. Mariage forcé. Elle pleura, criant que le mariage lui faisait horreur, ce pourquoi son père la frappa durement. Violence paternelle. Puis il cessa de la gronder et la supplia de ne pas lui faire de tort et de ne pas le couvrir de honte dans cette histoire de mariage. Il allait, lui dit-il, lui offrir un collier de perles et un joli jupon. Et disant de cela, il avait les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle lui désobéir? Comment pouvait-elle briser le cœur de son père? Mais la puissance du génie de cette fille la poussait à la révolte. Elle fit un paquet de ce qu'elle possédait, se laissa glisser le long d'une corde par une nuit d'été et prit la route de Londres. Elle n'avait pas 17 ans. Les oiselles qui chantaient dans la haie n'étaient pas plus harmonieuses qu'elle. Elle avait l'imagination la plus vive, le même don que son frère pour la musique des mots. Comme lui, elle avait du goût pour le théâtre. Elle se tint devant l'entrée des artistes. Elle voulait, disait-elle, jouer. Les hommes se moquaient d'elle. Le directeur, un gros homme aux lèvres pendantes, on peut l'appeler Gérard, éclata de rire.
Il aboya quelque chose concernant les caniches qui dansent et les femmes qui jouent. Aucune femme, lui déclara-t-il, ne saurait être actrice. Il fit allusion à ce que vous devinez. Il était impossible à la jeune fille d'apprendre son art. Là on est au moment du siècle élisabétain, donc depuis l'Antiquité et même avant. Enfin, les femmes sont interdites de scène. Hein. Les actrices n'existent pas à l'époque. Enfin, c'est interdite. Et les femmes commencent à avoir le droit d'arriver sur scène au moment donc, où on autorise les actrices à condition que le mot autrice disparaisse, pour que les autrices disparaissent elles-mêmes et que les femmes soient muses et les amusent, mais ne soient plus créatrices. Voilà. Récréatives, mais pas créatives. Pour ça, je fais allusion aux travaux d'Aurore Évin. Donc, pouvait-elle même se mettre en quête d'un dîner dans une taverne ou errer dans les rues à minuit? Et pourtant, elle était génialement douée pour la fiction et brûlait du désir de se repaître de la vie des femmes et des hommes, d'étudier leurs divers comportements. En fin de compte, car elle était très jeune et son visage ressemblait étrangement à celui de Shakespeare le poète, elle avait les mêmes yeux et les mêmes sourcils arqués. En fin de compte, Nick Green, l'acteur-directeur, l'a pris en pitié. Donc lui, on peut l'appeler Gérald. Elle se trouva enceinte de ce monsieur. Et qui peut évaluer l'ardeur de la violence d'un cœur de poète quand ce cœur habite le corps d'une femme, est intimement lié à lui, se tua par une nuit d'hiver et repose à quelques croisements où les omnibus s'arrêtent à présent, devant l'Elephanton Castle. Je crois que c'est, à peu de choses près, ainsi que l'histoire se serait déroulée si une femme au temps de Shakespeare avait eu le génie de Shakespeare. Donc voilà par Virginia Woolf l'histoire de Judith Shakespeare, qui si elle n'a pas existé, peut-être d'ailleurs beaucoup d'autres Judith Shakespeare ont existé. Et donc ayons, quand nous la pouvons, une chambre à nous, célébrons notre matrimoine et pensons à la matrimoine auquel nous n'avons pas accès, soit parce qu'il a été caché, effacé, soit parce que les femmes n'ont pas pu devenir qui elles étaient. Belle soirée, rêvons à Jadif.